Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 19 juin. Je vous retrouve depuis un lieu absolument magique. Je suis en Grèce, dans le Péloponnèse. La Grèce qui, vous le savez certainement, est un pays de cœur pour moi, au moins autant que le Liberland. Et donc, Liberland, d'où je reviens d'ailleurs, j'étais il y a une dizaine de jours. Je vous ferai une vidéo sur le Liberland, probablement dans les jours ou les semaines qui viennent. Néanmoins, aujourd'hui, je voulais évidemment repasser sur un sujet que j'ai mis un peu de côté, qui est le sujet géopolitique un peu plus global. Et bien sûr, par rapport à ce qui se passe en France, et notamment la dissolution de l'Assemblée nationale, je voulais quand même toucher un mot sur ce sujet, car, et ça tombe très bien que je sois en Grèce d'ailleurs, parce que je pense que la France va peut-être connaître des périodes très turbulentes comme la Grèce les a connues elle-même il y a maintenant une dizaine d'années. C'était lors de la crise de la dette, donc ce qu'on appelle la crise de la dette, comme s'il n'y en avait plus d'ailleurs. À l'époque, la dette était bien inférieure à aujourd'hui et rappelez-vous, ça a été le sujet dans tous les journaux pendant quasiment un an et la Grèce s'en est pris plein la figure. Voilà, aujourd'hui, enfin pendant les années qui se sont écoulées depuis, on vous a fait comprendre que finalement il n'y avait plus de problème de dette, alors que la dette elle a quasiment multiplié par 3 depuis. Et aujourd'hui, on risque bien de se retrouver dans une situation assez dramatique pour la France, qui d'ailleurs sera, à mon avis, bien plus dramatique que ce que la Grèce a connu à l'époque. La Grèce aujourd'hui, d'ailleurs, petite parenthèse, évidemment, on s'en sort bien. Alors évidemment, après avoir dégringolé et perdu, je crois, en 2 ans, plus de 30% de son PIB, vous vous doutez bien que lorsqu'on dégringole comme ça, évidemment, ensuite, on ne peut que remonter. Donc, les choses ici, évidemment, d'un point de vue chiffres, vont beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai vu récemment que le Portugal et la Grèce aujourd'hui sont les meilleurs pays en termes de gestion, c'est-à-dire qu'en termes de gestion budgétaire. Mais bon, les choses évidemment en Grèce, ils ont quand même bien morflé, si je puis dire. Et clairement, ils n'ont pas retrouvé leur niveau de vie qu'ils avaient avant la crise. Mais les choses vont évidemment beaucoup mieux. Alors que la France est dans une situation évidemment complètement inverse, puisqu'elle n'a jamais rien fait, aucune réforme, aucun changement, et puis risque bien de le payer très cher, surtout avec ce qui nous attend. Alors voilà, ça nous amène évidemment au vif du sujet. Et je voulais faire cette vidéo finalement en 3 petites parties. La première, c'était pour parler de la dissolution elle-même et de la décision qu'a prise Emmanuel Macron, essayer un peu de donner ce que je pense comme étant sa stratégie, même si j'en ai aucune idée. Deuxième partie, ça va être de parler finalement de ce qui risque de se passer, c'est-à-dire quelles sont les 3 possibles sorties, les 3 possibles conclusions de cette période, c'est-à-dire les 3 possibles résultats qui suivront les élections. Et puis je terminerai par les conséquences de tout ça, de toute façon, sur, je dirais, nos finances et surtout sur le Bitcoin et sur ce que je pense à quoi nous devons nous préparer. Alors, concernant Emmanuel Macron lui-même, évidemment, on peut être très surpris. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que je vais entrecouper cette vidéo de quelques jolies vidéos que j'ai prises ici en Grèce pour vous partager la beauté de ce pays que probablement certains d'entre vous connaissent. Voilà, donc je reprends. Donc Emmanuel Macron qui prend cette décision de dissolution, évidemment, la première des choses, c'est que c'est la grande surprise. C'est-à-dire que personne s'y attendait. En tout cas, moi, je m'y attendais absolument pas. Et je pense que je ne suis pas le seul. Pourquoi? Parce que tout simplement, Emmanuel Macron, il avait un boulevard pour continuer à gérer la France avec son délire de guerre et tout ce qui va avec. Il n'y avait aucun problème avec une assemblée qui lui était acquise, puisque l'assemblée, je vous le rappelle, n'avait pas de majorité absolue en sa faveur, mais
n'avait pas non plus de majorité absolue, ni dans un camp, ni dans l'autre. Et donc ça lui permettait de jouer là-dessus. Et donc ça fonctionnait très très bien pendant 2 ans et demi. Pourquoi il dissout aujourd'hui? Vous vous doutez bien qu'il y a une stratégie derrière. C'est pas, comme il le dit, pour redonner la parole aux Français. Ça c'est sûr, si vous voulez. Hein. Donc ça par contre, c'est quelque chose dont on est quasiment sûr. En revanche, évidemment, en le faisant, il redonne la parole aux Français. Et c'est ça qui est quand même très très intéressant. Et c'est là où je dois quand même, d'une certaine façon, saluer cette décision, parce qu'elle est, qu'on le veuille ou non, hein, moi je ne suis pas un fan d'Emmanuel Macron, vous en doutez bien, mais qu'on le veuille ou non, on peut dire que c'est une décision assez couillue. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en le faisant, il va remettre, quoi qu'il arrive, les pendules à l'heure. Alors je pense évidemment qu'il a une stratégie derrière tout ça, qui consiste, alors soit, si vous voulez, de 2 choses l'une, hein, soit, quoi qu'il arrive, je pense qu'il est face à un moment où il sent bien que les choses sont en train de devenir très très compliquées pour la France. Et donc, de 2 choses l'une, soit il calcule et il pense qu'il va effectivement perdre et qu'il va se retrouver avec une majorité absolue face à lui. Hein. Vous savez, pour qu'il n'y ait plus de gouvernement Macron, il faudrait qu'il y ait soit une majorité absolue pour le mouvement national, soit une majorité absolue pour la France insoumise, ou l'espèce de nouveau parti, enfin d'union de la gauche là qui nous ont fait, d'extrême gauche on peut dire. Donc est-ce que un de ces 2 scénarios va arriver? C'est pas du tout certain. Hein. Ça on va en parler juste après. Donc peut-être que son calcul c'est de se dire je vais mettre et avoir un Premier ministre et un gouvernement qui seront soit Mouvement National, soit LFI, et puis dans les 6 mois qui suivent, ou l'année qui suit, les choses vont tellement s'empirer, et notamment, alors là pour le coup, ce que je redisais en introduction, pour aller dans la direction de ce qui s'est passé en Grèce, hein, c'est-à-dire avec un gros problème peut-être d'empreinte pour la France, une dette qui explose, enfin une incapacité même de continuer à s'endetter, des taux d'intérêt qui explosent, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Si vous regardez, les hausses des taux d'intérêt pour la France sont déjà significatives. Donc peut-être c'est ça son calcul, de mettre finalement les Français devant cette épreuve, et puis de redissoudre, hein, puisque je ne crois pas me tromper en disant qu'il pourra redissoudre une 2e fois. Je crois que le président a le droit de dissoudre 2 fois, et je ne pense pas qu'il ait dissous lorsqu'il a été élu en 2022. Donc il va pouvoir redissoudre, et là, évidemment, porter une nouvelle majorité, cette fois-ci absolue pour lui. Et il aura beau jeu de dire que désormais, il a évidemment les mains libres pour dérouler sa politique. Le 2e scénario, peut-être qu'il avait en tête, c'est la possibilité que tout simplement, on se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour personne. Et que donc, là, il puisse, même dans ce cas-là, finalement, reprendre les choses comme elles étaient avant, c'est-à-dire, mais cette fois-ci avec un peu plus de légitimité. Il pourra largement dire que dans ce cas-là, bah, écoutez, puisque personne s'est prononcé, c'est donc qu'on peut continuer de la sorte et repartir avec un gouvernement qui est le sien. Voilà, c'est à peu près peut-être les 2 plans qu'il a en tête. Évidemment, dans ces plans, il y a des sous-variantes qui sont que peut-être que se prépare quelque chose de beaucoup plus grave, comme la guerre, et que dans ce cas-là, il est possible qu'il souhaite une espèce de gouvernement, on va dire, qui ne soit pas directement le sien, histoire que lui, comme président, puisse impliquer les autres forces du pays dans cette histoire de guerre d'une façon ou d'une autre. Bon, ça c'est un peu flou pour moi, je ne sais pas très bien comment il envisagerait ça, mais c'est aussi possible. Voilà, donc 2e partie de cette vidéo, enfin le 2e point que je voulais aborder, c'est maintenant quels sont en fait les 3 scénarios possibles. Bon, vous l'avez deviné, évidemment, ça découle de ce que je viens de dire. Le premier scénario, c'est évidemment qu'à la suite des élections donc, du 30 juin et du 7 juillet, il n'y ait pas de majorité absolue, ni pour LFI, ni pour le mouvement national, ni pour le parti présidentiel. Alors, dans ce cas, on se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation qu'on a depuis 2 ans et demi, c'est quand même qu'on a une assemblée sans majorité absolue, mais on est dans l'incapacité d'avoir également une majorité absolue pour renverser le gouvernement. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'il y avait une motion de censure, si elle était déposée par le mouvement national, elle n'était pas votée par LFI, et si elle était déposée par LFI, elle n'était pas votée par le mouvement national. Donc cette situation peut très bien perdurer, et on peut se retrouver dans un schéma où Emmanuel Macron va du coup
se sentir beaucoup plus légitimés à reprendre quasiment le même gouvernement qu'on avait et qu'on a encore aujourd'hui. Voilà, ça c'est le premier scénario auquel je crois moyennement. Voilà, mais il est tout à fait possible. Le deuxième, c'est évidemment la majorité absolue pour le mouvement national. Alors là, ce sera, écoutez, ce sera la première fois que ce parti va accéder au pouvoir. On aurait donc la nomination d'un Premier ministre type Bardella, je suppose. Et là, nous verrons bien ce qui va se passer. Alors là, dans ce scénario, on peut imaginer que les choses risquent là aussi de déraper assez rapidement, notamment toujours sur la question des taux d'intérêt qui, pour la France, risquent de monter très fort. Encore une fois, c'est ce à quoi on assiste déjà aujourd'hui. Mais allez savoir, il est possible. Alors j'ai lu récemment un grand tweet de Charles Gave. C'est Charles Gave que je suis régulièrement. Je suppose que vous savez de qui je parle. Charles Gave m'a un peu surpris parce que j'ai bien senti dans son tweet qu'il était beaucoup plus confiant dans les capacités de gérer la France pour le mouvement national que pour LFI. En ce qui me concerne, moi, je vous avoue que je suis extrêmement dubitatif et sur les uns et sur les autres. Mais allez savoir, il est possible qu'une fois au pouvoir, qu'une fois aux manettes, finalement, le sérieux quand même reprenne un peu sa place et que ce mouvement national se retrouve finalement à devoir prendre des mesures peut-être pas du tout, enfin qui seront très très loin de celles qu'il promet, bien sûr, puisque finalement dans les promesses du mouvement national, on a quasiment l'équivalent de LFI. Pour moi, je ne vois pas trop de différence. La grande évidemment différence, c'est en ce qui concerne l'insécurité et l'immigration. Mais à part ça, vous avez un programme qui est quasiment identique, puisque eux aussi, on rase gratis, si vous voulez, dans les deux camps. Mais peut-être qu'effectivement, le mouvement national aux manettes risque d'avoir une attitude qui sera plus sérieuse, alors qui risque de déplaire évidemment à son électorat, ça c'est probable, mais qui pourrait le mettre en position plutôt de parti de gouvernement, notamment pour la suite, parce qu'en fait c'est la suite qu'ils auront en tête, évidemment les élections présidentielles qui suivront en 2027, où là ils pourraient mettre les chances de leur côté. Voilà, ça c'est le deuxième scénario avec évidemment dans ce cas-là, on aura un Emmanuel Macron qui va évidemment essayer de torpiller tout ce qui se fera, de montrer et de pointer du doigt l'incapacité du gouvernement à gérer la France, mais allez savoir si ce scénario pourrait jouer en sa faveur ou en sa défaveur. Nous verrons si ce scénario se produit. En ce qui concerne le troisième scénario, évidemment c'est le dernier, c'est celui où c'est la France insoumise, c'est-à-dire l'alliance absolument hallucinante des partis d'extrême gauche avec LFI et puis tous les cinglés qui tournent autour. J'ai pas d'autres mots, désolé. Alors là, évidemment, ça va être un feu d'artifice. Je ne vous cache pas que, évidemment, tout ça m'amuse beaucoup. Bon, j'ai quitté la France depuis maintenant pas mal d'années, donc vous vous doutez bien que je me sens quand même assez, je dirais, peu concerné. Enfin, je suis concerné, mais je ne suis pas concerné par les décisions qui seront prises parce qu'elles auront plus d'impact sur moi. Mais je comprends très bien que ce soit vraiment très angoissant pour pas mal de gens d'avoir ce genre de parti au pouvoir. Sachant que dans leur programme, là encore, qu'ils n'appliqueront pas, je vous le dis d'avance, si jamais ils étaient au pouvoir, c'est impossible qu'ils mettent en place les mesures qu'ils prônent, en tout cas toutes, mais ils tenteront et ça ira dans une direction qui risque, alors là pour le coup, à coup quasiment certain de vraiment faire déraper la France très fort. Et là on risque de se retrouver, et c'est là où le parallèle avec la Grèce, où je me trouve actuellement, est intéressant parce qu'on risque de se retrouver dans une situation équivalente à celle qu'a connue la Grèce il y a quelques années, où le parti Syriza s'est retrouvé au pouvoir. Syriza, c'était l'équivalent de Mélenchon, il n'y a pas d'autre mot. Il y avait un leader qui s'appelait Tsipras. Et puis, je peux vous dire qu'il ne s'est strictement rien passé. Le parti a été au pouvoir, aux manettes, pendant quelques années. Ils n'ont strictement rien fait, rien du tout, à part toujours garder les salaires des fonctionnaires, augmenter les impôts, enfin toujours les mêmes histoires. Et finalement, ils ont été balayés et maintenant c'est l'équivalent de la droite classique qui se retrouve au pouvoir en Grèce.
depuis plusieurs années. Voilà. Donc je pense que pour la France, ça va être pareil. Évidemment, là, dans ce cas-là, dans ce scénario-là, Emmanuel Macron va, à mon avis, être beaucoup plus gagnant, dans le sens où les choses vont tellement déraper rapidement pour la France qu'il sera évidemment tout à fait indiqué pour lui de redissoudre, assez rapidement d'ailleurs, pour ensuite se retrouver, redonner la parole aux Français qui, évidemment, je pense, comprendront que les choses ne se passeront pas bien avec de tels énergumènes au pouvoir. Voilà, malheureusement, tout ça, évidemment, vous vous doutez bien que pour la France, c'est très compliqué. Vous vous retrouvez avec des choix qui sont horribles, hein, entre la peste et le choléra, j'ai envie de dire. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Là-dessus, c'est assez machiavélique de la part d'Emmanuel Macron, mais finalement, c'est quand même, on peut le dire, en tout cas, si on se place de son point de vue, c'est assez bien joué, évidemment. Euh, voilà, alors maintenant, les conséquences pour nos finances, pour le Bitcoin, pour tout ça. Bon, comme vous l'avez vu, à la suite de ce qui s'est passé aux élections européennes, les marchés financiers ont plutôt mal pris tout ça. Et comme toujours, le Bitcoin fait partie des marchés financiers, en tout cas au début, à chaque fois, avant qu'on puisse assister à une éventuelle décorrélation. Mais pour l'instant, le Bitcoin, comme vous l'avez vu, ne se porte pas super bien, même si, évidemment, aucune inquiétude, hein, mais on n'a pas assisté ni à une hausse, et plutôt même à une petite baisse dans les derniers jours et les dernières semaines. Donc, en revanche, je pense que sur le futur, vous savez, je ne vais pas changer mon opinion, pas du tout. Je pense que de toute façon, les dés sont jetés en ce qui concerne le Bitcoin. Cet actif a sa place maintenant dans le système financier et va de toute façon attirer à lui absolument une énorme partie de tous les actifs et de toutes les composantes monétaires de tous les actifs. Et ça, c'est un mouvement qui va avoir lieu. Alors, donc, finalement, qui n'est pas lié à toutes ces petites je dirais, péripéties politiques françaises ou européennes. Mais néanmoins, je pense que, évidemment, une France qui se retrouverait dans la panade pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'Europe, parce que, à la grande différence de ce qui s'est passé en Grèce, ce sera très très compliqué de faire intervenir le FMI ou une troïka pour venir sauver la France, si vous voulez. La France, c'est pas la Grèce. Ça va coûter beaucoup beaucoup plus cher. Et si la dégringolade commence, il y aura des conséquences pour les banques qui sont détentrices de toutes ces obligations françaises. Il va y avoir, vous savez, lorsque la Grèce s'est retrouvée en faillite, ils ont quand même coupé, il y a eu un haircut, comme on dit, de détenteurs d'obligations grecques. Alors imaginez si la même chose était faite pour des détenteurs d'obligations françaises, hein, ce serait une véritable faillite de la France, un refus de rembourser, en tout cas en partie. Ça aurait des conséquences absolument dramatiques, je pense, pour l'Europe, qui du coup aurait des conséquences quand même, alors là, des turbulences sur les marchés, donc sur un horizon plutôt court terme, moyen terme. Oui, on pourrait avoir des turbulences extrêmement violentes et qui pourraient entraîner avec elles le Bitcoin, en tout cas au début. Voilà, donc ce seront, vous savez, pour moi, ce seront juste de nouvelles opportunités d'achat, car moi, j'attends finalement avec impatience une espèce de chute violente, un signe noir, quelque chose qui nous amènerait à pouvoir racheter du Bitcoin moins cher, ce que je vous conseillerais de faire à ce moment-là de manière un peu plus prononcée que ce que je fais aujourd'hui avec mon DCA régulier. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc nous allons découvrir tout ça dans les semaines qui viennent. Je suis moi-même en route pour la France dans les prochains jours. Et je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ce que j'ai vu au Liberland la semaine dernière. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.